Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Vivre et Travailler à, qui aujourd'hui est consacrée à la Côte d'Ivoire. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un panel très riche avec des alumni qui sont connectés depuis Abidjan, mais aussi depuis Stockholm. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Donc, sans trop tarder, je voudrais aussi vous dire que nous avons la chance d'avoir des représentants de la section d'alumni en Côte d'Ivoire. Donc, nous aurons l'opportunité de connaître un peu plus les secteurs, disons, les activités, les programmes du réseau de la section en Côte d'Ivoire. Donc, je laisse tout de suite la parole à Dominique Puteau, qui est le président de la section Côte d'Ivoire, pour qu'il nous raconte les types d'événements qui sont organisés à Abidjan. Et surtout, n'hésitez pas, je vais mettre dans le chat le lien pour rejoindre la section Côte d'Ivoire si vous voulez recevoir les invitations, les notifications de toutes les nombreuses activités qui sont organisées dans l'année en cours. Donc, Dominique, je te laisse présenter la section. On a peut-être un souci technique, il est parti. Bon, alors peut-être je demande à Fanny Aïcha si elle veut, qui est vice-présidente de la section Côte d'Ivoire, si tu veux peut-être en quelques mots présenter la section et nous raconter un peu vos activités avant de débuter notre séance. Très bien. Donc, la section de Sciences Po Alumni en Côte d'Ivoire, en fait, alors, on ne va pas dire qu'on est structuré de manière très, très formelle. Globalement, en fait, on a un groupe WhatsApp et on essaie de se retrouver une fois par mois autour d'un verre. Ça permet, en fait, justement de créer un lien et d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent de s'installer à Abidjan ou des personnes qui sont juste de passage, et aussi d'échanger sur les actualités de tout un chacun. Globalement, c'est vraiment l'activité principale qu'on essaie de mettre en place. En parallèle de cela, et ça aussi c'est lié au cercle Afrique plus globalement de Sciences Po Alumni, dans lequel je suis aussi membre. On organise en fait un programme de mentorat qui est à destination des jeunes lycéens et lycéennes des établissements scolaires d'Abidjan. Et l'objectif, en fait, est de leur apporter, en fait, du soutien pour leur candidature à Sciences Po pour le programme Bachelor. Donc, voilà. Donc, deux grosses activités, on va dire. Merci Fanny. Et après, si Dominique va pouvoir se reconnecter, on lui laissera aussi la parole pendant quelques moments. Donc, maintenant, je voudrais qu'on passe un premier tour de table des présentations parce que nous avons la chance d'avoir 5 alumni qui travaillent ou qui sont résidents en Côte d'Ivoire avec des parcours et des professions très différentes, ce qui montre la richesse de ce pays. Et donc, on va commencer par ordre alphabétique. Je donne la parole tout de suite à Ange Ibrahim Boyou de la promo 2013 qui va nous raconter un peu qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à Abidjan et ailleurs, parce qu'il a un profil assez international, et pourquoi donc il a choisi de travailler en Côte d'Ivoire. Ange, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Ange Ibrahim. J'ai 33 ans. Je suis marié avec 2 enfants. Je pense que c'est utile parce que c'est pertinent parce qu'en fait, ils m'ont rejoint ici à Abidjan. Donc, c'est un pays qui est assez agréable. Je suis je suis binational, je suis ivoirien et je suis français. Donc, il y avait des raisons personnelles qui faisaient beaucoup de sens pour revenir en Côte d'Ivoire. J'ai fait une formation à Sciences Po qui est principalement financière, donc le master finance et strat, qui s'est suivi après par des expériences en audit, en cabinet de conseil, en fonds d'investissement. Aujourd'hui, je suis
sur des activités à la fois comme représentant de cabinet d'une banque d'affaires ici qui opère principalement avec ses clients, qu'elle accompagnait dans la sous-région, dans des grands sujets à la fois de transformation agricole, de négoce ou d'infrastructures, qu'elle touche aux infrastructures routières, au BTP ou alors à la distribution de produits raffinés, pétrole et gaz. À côté de ça, je suis moi-même dirigeant d'une petite PME qui fait dans à peu près les mêmes sujets, hein, une société de construction. On fait la distribution d'essence pour de grands clients et de bitume, donc surtout sur des villes frontalières, au Libéria, autour du Burkina Faso et au Ghana. Et puis, à côté de ça, la gestion d'une fondation qui est très importante, qui est la fondation que souhaitait créer ma mère pour la formation de jeunes femmes dans la commune d'Abobo. Donc, je suis à Abidjan vraiment à temps plein depuis maintenant 2 ans. Et Abidjan parce que c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a des connexions aériennes assez fréquentes et régulières avec les pays de la sous-région, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Ghana, le Sénégal ou même avec l'Europe, et pas trop cher, parce que c'est aussi important, et aussi parce que beaucoup d'opérateurs économiques, en fait, j'ai plus d'expérience même du Burkina Faso, par exemple, et du Ghana que de la Côte d'Ivoire. Donc, beaucoup des opérateurs économiques en question de ces pays travaillent également en Côte d'Ivoire sur des domaines du transport, de l'importation de denrées alimentaires. Donc, finalement, Abidjan, c'est une sorte de hub qui permet de rencontrer tout le monde et puis de travailler avec l'ensemble de ces partenaires, de ces sociétés. Voilà un peu pour le parcours. Je crois que mes enfants, par exemple, qui sont ici, sont assez heureux. Il y a des choses qui sont pas évidentes pour un entrepreneur ou même pour, je pense, ceux qui travaillent dans les institutions privées qui touchent à la corruption qu'on a dans ce pays, avec beaucoup de gens qui facilement ont l'habitude de considérer que leur salaire n'est pas suffisant pour faire leur travail. Mais à côté de ça, c'est un pays qui évolue dans le bon sens. Il y a une stabilité qui est réelle, le Burkina, qui est un pays d'adoption pour moi, je ne peux plus trop y aller parce que les territoires où j'opérais, Kaya, dans le nord du pays, Zignaré, pas loin de la capitale, ou même Bobo Dioulasso, sont plus symétrisés que ça, donc avec de vrais soucis sécuritaires. Et Abidjan, ça reste un territoire où on peut circuler, la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Pareil pour le Ghana. Donc voilà, un peu toutes les raisons pour lesquelles je suis à Abidjan. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être bien accueilli lorsque j'ai commencé à me manifester auprès du groupe Alumni, de Dominique et puis de tous les membres de la section. J'ai peu de temps pour les voir, mais il fait bon vivre. Disons qu'il fait bon vivre et qu'il y a des opportunités professionnelles pertinentes pour le parcours Sciences Po, que ce soit pour quelqu'un qui était en master finance et strat, en tout ce qui est relations internationales pour trouver non seulement soit un travail rémunéré ou alors pouvoir développer ses propres entreprises ici. Voilà pour mon intervention. Merci beaucoup, Ange, Ibrahim. Je laisse maintenant la parole à Aude Juglar de la promo 2020 qui va nous raconter un peu son parcours et qu'est-ce qu'elle fait de beau à Abidjan. Ok, bonjour à tous. Merci déjà pour voilà, l'invitation à participer à cette conférence. Je pense que ça a beaucoup de sens. C'est un plaisir de pouvoir, voilà, à ma petite échelle, contribuer à donner envie peut-être à d'autres de suivre le chemin que j'ai emprunté. Alors, donc, personnellement, j'ai 26 ans. Donc, je suis diplômée effectivement de Sciences Po depuis 2020. Alors, moi, j'ai fait un double master avec HEC, donc le master Corporate and Public Management. Donc, j'ai la double casquette HEC Sciences Po Paris. Du point de vue personnel, je suis mariée depuis cette année à un Ivoirien et j'ai eu un petit bébé aussi il y a 3 mois. Donc, c'est aussi peut-être des expériences qui peuvent, merci beaucoup, qui peuvent aussi parler. Il est né en Côte d'Ivoire, donc je peux raconter toute l'expérience de la naissance aussi dans les services de santé ivoiriens.
Je travaille personnellement donc, depuis 2020, donc année de mon installation définitive en Côte d'Ivoire. J'avais déjà eu une expérience de 8 mois dans le cadre d'un stage en 2019 et j'ai décidé de revenir définitivement depuis début 2020. Et donc, je suis directrice administrative et financière d'une fintech qui s'appelle Sinetpay et qui opère dans le paiement digital et qui a été fondée par un Ivoirien et un Camerounais avec qui je suis associée. Et voilà, et c'est une belle histoire d'une entreprise qui a commencé en Côte d'Ivoire en 2016 et qui aujourd'hui opère dans plus de 10 pays d'Afrique francophone et qui est assez bien ancrée sur la place. Donc voilà, la raison pour laquelle moi j'ai rejoint la Côte d'Ivoire, alors ça a été de manière un peu opportuniste. Je ne cherchais pas forcément à venir m'installer en Afrique francophone. J'avais eu avant des expériences en Afrique anglophone, au Kenya et en Afrique du Sud. Et j'étais très intéressée en fait moi par l'entrepreneuriat et la fintech de manière générale. Et il faut dire que l'Afrique, c'est le continent le plus dynamique sur ces sujets-là. Et l'Afrique francophone ne faisait pas trop parler d'elle. Et donc, j'étais curieuse de voir un peu comment est-ce que ça se passait à ce niveau-là. Et dans le réseau, justement, des alumni de Sciences Po, j'ai un ami qui avait monté une boîte et qui travaillait avec la société pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et il cherchait un profil pour renforcer un peu l'équipe managériale. Et je me suis dit que c'était une belle manière d'apporter mes compétences, donc ma formation aussi, Sciences Po HEC, mes expériences en fonds d'investissement, j'avais eu quelques stages en fonds d'investissement dans le cadre de mes études, d'apporter ça à une entreprise locale qui n'avait pas forcément cette exposition-là et justement de trouver un endroit où je pouvais maximiser l'impact que je pouvais avoir sur une entreprise. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. On a levé 2,5 millions de dollars l'année dernière auprès d'investisseurs internationaux. Donc, on est assez content de cette collaboration. Et voilà, sinon, d'un point de vue personnel, je vis en Côte d'Ivoire. Je rejoins Ange sur le fait que c'est un pays qui est très agréable à vivre. Je pense que surtout, l'impression s'est renforcée ces dernières années avec la crise Covid qui ne nous a pas trop touchés. Là, on est un peu impacté quand même par ce qui se passe en Europe, au niveau inflation, coût de la vie, etc. Mais ça reste quand même limité. Et d'un point de vue, ambiance, atmosphère sociale, etc., on est quand même sur quelque chose de toujours très, très léger et assez bon vivant, quoi. Donc c'est très agréable. Et professionnellement, pour des entrepreneurs, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un super pays. Alors, c'était, je pense, très difficile il y a 3-4 ans parce qu'effectivement, c'était un pays qui n'était pas très exposé comme l'ensemble de la sous-région Afrique francophone. Aujourd'hui, il y a de très belles startups qui font des très belles levées de fonds. C'est une région qui commence à attirer beaucoup d'investisseurs parce que il y a des taux de croissance intéressants par rapport à l'Europe, parce qu'il y a une population très jeune, de plus en plus digitalisée, urbanisée, qui est demandeuse en fait de solutions digitales innovantes. Donc c'est un bon terrain de jeu, ça devient un terrain de jeu de plus en plus intéressant en fait pour des entrepreneurs. Et outre le côté terrain de jeu, il y a aussi un vrai impact à avoir parce qu'en fait, on fait de l'entrepreneuriat pour des services assez essentiels de la vie quotidienne, donc des services financiers, de la logistique, de la distribution de biens même de première nécessité et de services de première nécessité. Donc c'est vraiment intéressant, je trouve, pour des personnes qui souhaitent se lancer sur le parcours entrepreneurial, le parcours tech ou non tech d'ailleurs. C'est un pays qui est intéressant et qui est central dans la sous-région. Donc, comme je le disais, qui a un bon pied-à-terre pour des entreprises qui cherchent à avoir une résonance sous-régionale. Voilà. Merci pour cet enthousiasme, Aude. Par ailleurs, j'avais une question. Tu as fait aussi les masters finance et stratégie comme Ange Ibrahim? Alors, non, donc le double master avec HEC, en fait, c'est un master qui est à cheval avec l'école de management d'HEC et l'école d'affaires publiques de Sciences Po. Donc, du coup, j'ai eu un tronc commun affaires publiques et un tronc commun école de management côté Sciences Po. Merci, c'était pour avoir cette précision. Alors, Dominique nous a rejoint. Bonjour, Dominique. C'est Fanny finalement qui a un peu présenté la section. Si tu es d'accord, je donne la parole à Nicolas pour suivre l'ordre alphabétique et après Fanny, je te donnerai la parole, Dominique, pour te présenter. Bon, donc maintenant, c'est un plaisir de vous présenter Nicolas qui va nous raconter son expérience en Côte d'Ivoire et
vu aussi depuis la Suède. Donc, ça va montrer à quel point la Côte d'Ivoire est internationale. Merci Camille et merci à tous d'être présents. Et vraiment, c'est un honneur de participer aujourd'hui. Alors, bon, de mon côté, c'est un parcours qui est différent finalement de ce que vous avez entendu précédemment, qui était d'ailleurs très, très intéressant. J'étais pas forcément destiné à travailler en Afrique francophone et en Côte d'Ivoire. Pour revenir en arrière, je suis diplômé de 2010 du master Affaires internationales. Suite à ce master, je déménage en Suède, où je travaillais chez Keolis, donc qui est une filiale du groupe SNCF, donc sur plusieurs projets de transport urbain. Avant ça, j'avais eu beaucoup d'expériences plutôt en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, d'ailleurs où j'ai rencontré Camille en Colombie. Et donc, finalement, très peu d'expérience en Afrique francophone. Et en fait, c'est au cours de mon parcours professionnel en Suède, chez Keolis, puis ensuite chez Scania, donc le constructeur suédois de poids lourds et d'autobus. Donc, il y avait une vraie ambition chez Scania de se développer en Afrique de l'Ouest avec finalement peu de profils francophones et de profils assez polyvalents, donc hors du côté purement industriel. Donc, on m'avait fait une proposition de travailler sur les projets de transport urbain pour le groupe Scania en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana, au Sénégal également. Donc, j'ai commencé comme ça en 2015 en Afrique francophone avec des déplacements assez réguliers. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'est devenu de plus en plus régulier jusqu'à prendre l'ensemble de mon temps et jusqu'à ce qu'on me demande de déménager donc en Côte d'Ivoire pour le compte de Scania West Africa, donc la filiale qui est basée au Ghana et d'être délocalisée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'était en 2019. En 2019, donc je déménage à Abidjan. Donc vraiment à fond en fait sur mes projets transport urbain, avec beaucoup d'allers-retours aussi avec la Suède, puisque ma femme est suédoise et ma famille est en France. Donc beaucoup d'allers-retours, mais une vie professionnelle en Côte d'Ivoire et puis une vie amicale aussi. Avec aussi, j'ai vécu toute la période Covid également en Côte d'Ivoire et ça c'était très chanceux, puisque comme l'avait dit Aude, c'était vraiment bon, c'était une période plutôt propice pour être employé en Côte d'Ivoire à ce moment-là, avec très peu de restrictions. Et par contre, au niveau professionnel, très difficile, un projet qui avait commencé en 2015, qui s'est concrétisé en 2020, avec des hauts et des bas, comme vous pouvez imaginer, avec des événements politiques, des événements économiques, voilà, beaucoup de difficultés, mais en même temps, c'était une vraie école pour moi aussi d'être sur ce type de projet complexe dans cet environnement qui était quand même un peu plus difficile effectivement en 2015, 2016, 2017 et qui effectivement s'est amélioré depuis avec une forte stabilité politique. Et aujourd'hui, je suis de retour en Suède depuis juin avec ma famille. On a eu également un bébé qui a 1 an et demi. Donc, bon, par choix plutôt privé, on a préféré être en Suède, notamment parce que bon, ma femme travaille en tant qu'avocat, donc c'était pas facile en Côte d'Ivoire pour elle, même si mon cœur est encore aussi en Côte d'Ivoire, et j'y vais 1 fois par mois en moyenne, avec de nombreux projets très intéressants. Alors, pas uniquement en matière de transport, mais on développe également des projets en matière d'énergie renouvelable, de biocarburants à base de déchets. Donc, on essaye d'être catalysateur sur ce type de projet. Et moi, ça me parle beaucoup puisque ça a un impact social et environnemental très fort, notamment pour la population agricole quand on parle de déchets agricoles et en termes d'environnement. Donc, je continue à travailler sur ce type de projet en espérant voir du concret aussi le plus rapidement possible en Côte d'Ivoire et dans la sous-région.
Donc voilà un petit peu mon parcours. En tout cas, je serais ravi de faire la connaissance de l'association et même de rencontrer les participants aujourd'hui en Côte d'Ivoire ou en France. Ce serait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Je pense qu'à la fin de cette séance, nous pourrons en effet programmer une petite rencontre à Abidjan, pourquoi pas. Donc, je passe la parole à Fanny Aïcha Nono de la promo 2012, qui va un peu nous raconter aussi son parcours et qu'est-ce qu'elle fait de beau en Côte d'Ivoire. Merci à tous. Mon nom, c'est Fanny Aïcha Nono et je suis de la promo 2012, hein, donc Master Finance et Stratégie. Alors, avant d'intégrer le Master Finance et Stratégie, j'ai fait une école d'ingénieur et c'est dans le cadre d'un double diplôme, en fait, que j'ai intégré Sciences Po pour le Master. Donc, je suis ingénieure en mathématiques appliquées et aussi détentrice dans ce master en finance et stratégie. Et à l'issue du master, j'ai travaillé 6 ans à Paris dans le conseil en management avant de décider de rentrer en Afrique. Donc, en termes de parcours, pourquoi rentrer en Afrique? En fait, j'ai toujours voulu rentrer en Afrique parce que j'ai grandi et j'ai eu mon baccalauréat au Cameroun. Et j'ai toujours su que j'allais rentrer dans mon pays, en Afrique, on va dire, et plus particulièrement dans mon pays. Donc, au bout de quelques années à Paris, dans le monde professionnel, j'ai décidé de commencer à chercher du travail au Cameroun, notamment, et j'ai commencé un peu à ouvrir mes horizons et regarder aussi dans d'autres pays. Donc, franchement, je visais, on va dire, les grands pays d'Afrique anglophone et francophone. Donc, ça passe par la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Kenya. Et finalement, en fait, alors pas la première offre, parce que j'ai eu d'autres offres à Dakar notamment, et aussi au Cameroun. Mais on va dire que la première offre la plus intéressante était donc à la BAD, hein, donc la Banque africaine de développement, en tant que jeune professionnel. Donc, c'était pour intégrer le programme des jeunes professionnels de la BAD. Et cette offre, pour moi, était vraiment une aubaine parce que ça me permettait déjà de rentrer en Afrique, ce qui était mon objectif premier, mais aussi de travailler dans le monde du développement et de manière vraiment plus large, en fait. Là, j'avais donc l'opportunité d'impacter, on va dire, sur tout le continent et pas que sur mon pays, par exemple au Cameroun ou sur d'autres pays. Donc, j'ai tout de suite accepté et j'ai donc intégré le programme des jeunes professionnels en 2018. Et donc, j'étais surprise parce que je suis arrivée à Abidjan. J'étais déjà venue 2 fois avant pour des mariages, donc sur quelques jours. Et évidemment, comme c'est des mariages, donc effectivement, tout est beau, tout est génial. Donc, j'avais quand même un peu d'appréhension parce que c'est pas mon pays. Et puis, bon, voilà, je savais aussi qu'en termes de culture, de manière de penser, ça pouvait être très différent. Donc, j'avais quand même on va dire, un certain nombre d'appréhensions. Mais finalement, quand je suis arrivée, ça s'est très bien passé, très, très bien passé. Mais ça, c'était dû à 2 choses. Parce que déjà, j'entrais dans un monde qui est quand même très cosmopolitain. Donc, ça, c'est le monde des banques de développement où finalement, par exemple, à la BAD, il y a 80 nationalités. Et donc, ça aide énormément, ne serait-ce que dans mon programme de YP, on était 30. Et on était 30. Bon, il n'y avait pas 30 nationalités, mais il y en avait minimum 20. Donc, on était tout le temps ensemble. Donc, ça, c'était déjà un gros point fort. Mais au-delà de ça, au niveau vraiment de la vie à Abidjan, j'ai vu quand même pas mal d'ouverture d'esprit de la part des Ivoiriens déjà, et aussi finalement des autres habitants à Abidjan, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers de manière générale à Abidjan, en fait. Et ça, en fait, ça aide beaucoup de pouvoir aller dans des soirées, de rencontrer des personnes qui viennent habiter à Abidjan pour diverses raisons, en fait, tout aussi différentes les unes des autres. Et j'ai trouvé que c'était quand même très, très enrichissant. Je tiens quand même à insister sur ce point parce que moi, par exemple, qui peut faire la comparaison avec notre pays, donc le Cameroun,
qui est mon pays de cœur que j'adore, mais je sais aussi que, par exemple, ça va être plus compliqué dans un pays comme au Cameroun de trouver autant de diversité de personnes qui viennent de tous les endroits du monde et qui viennent faire des choses quand même finalement très différentes, en fait. Donc ça, c'est vraiment un point fort et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié et qui fait que depuis 4 ans finalement et demi que j'y suis, je me sens quand même comme chez moi, en fait, au final, ou en tout cas, on va dire pas très loin de chez moi. Donc la vie est quand même plutôt agréable, plutôt confortable. Et aussi au niveau professionnel, on a un point en commun parce que moi, je travaille dans tout ce qui est investissement, dans le financement en fait des projets de transport. Donc, j'ai compris qu'autour de la table, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les transports, donc moi aussi, mais plus sur le volet financement. Et donc, bon, sur cet aspect-là, c'est aussi, ça se passe plutôt bien. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai jamais travaillé sur aucun projet en Côte d'Ivoire. Donc, là, mes projets sont tous hors Côte d'Ivoire. Donc, je peux pas forcément parler on va dire, du travail en Côte d'Ivoire en tant que tel. Mais en tout cas, au niveau de l'Afrique, de manière plus globale, mon travail, ça se passe quand même plutôt bien, ou on va dire même très bien. Les choses avancent et on arrive à faire quand même des projets très intéressants pour le développement du continent. Alors, peut-être pour revenir sur l'aspect, on va dire, vie à Abidjan, donc j'ai parlé de l'ambiance. Peut-être aussi au niveau du coût de la vie, ça c'est important quand même de préciser. Le coût de la vie peut être quand même un élément que je considérais comme négatif, hein, parce que je trouve que le coût de la vie quand même à Abidjan est assez élevé. Venant de Paris, j'étais quand même très étonnée quand même de voir que finalement, je pense que je peux prendre l'exemple de mon loyer. Mon loyer, j'ai un loyer quand même plus élevé ici qu'à Paris. Bon, après, c'est pas les mêmes superficies, on est d'accord, mais quand même, enfin, je trouve que c'est quand même compliqué si on va avoir un logement de bonne qualité dans un quartier qui est pas trop éloigné, en fait, du centre-ville, d'avoir des prix décents. Donc, ça aussi, c'est des éléments que je pense qu'il faut mentionner. Donc, c'est pas tout à fait un point positif niveau Abidjan, en fait, niveau Côte d'Ivoire, si on peut dire ça comme ça, le cours de la vie. Donc voilà, après, bon, rien n'empêche aussi d'aller, de vivre dans des quartiers peut-être moins au centre. Enfin voilà, après, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. Ça dépend du type de travail aussi qu'on a. Moi, personnellement, je préférais être plutôt proche du plateau parce que le siège de la BAD est au plateau. Donc, et j'avais pas envie forcément de faire 2 heures dans les embouteillages tous les jours, en fait. Donc, une fois qu'on a dit ça, voilà, ça veut dire accepter de payer un certain niveau de loyer. Donc, voilà. Et après aussi, il y a les restaurants, etc. Enfin, voilà, les prix sont quand même un peu élevés, hein. Ça, il faut le mentionner. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas au niveau du coût de la vie, de l'ambiance à Abidjan. De toute façon, s'il y a des questions, je suis là et on est là pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Fanny et Aïcha. C'était très intéressant. Et maintenant, je donne la parole à ton collègue, Dominique Futot, parce que vous travaillez tous les deux pour la Banque africaine de développement. Donc, Dominique, je te laisse nous raconter un peu ton parcours et aussi ton rôle au sein de la section des alumni. Quelles sont tes impressions sur la Côte d'Ivoire? Voilà, the floor is yours. Bonjour à tous, désolé, j'étais déconnecté. C'est les aléas de vivre en Côte d'Ivoire et d'avoir des mais on gère ça très bien. Donc, je m'appelle Dominique Futot, je pense que je connais déjà la moitié d'entre vous. Mon rôle dans l'association, c'est que je suis théoriquement le président, mais comme vous l'avez constaté, Aïcha fait très bien le travail, puisqu'elle a présenté l'association. C'est vraiment un groupement surtout social, en fait, à ce stade, où il y a des initiatives qu'a mentionné Aïcha. Et donc, j'essaye de faire vivre cette association, mais elle est ouverte à tout le monde, y compris si quelqu'un veut prendre le rôle de
fondateur de On l'association, ce serait bien. C'est bien d'avoir du sang neuf qui apporte des initiatives dans la mesure où je pense qu'on n'est peut-être pas assez nombreux pour vraiment faire vivre l'association comme il se doit, avec des réunions mensuelles, ce genre de choses. OK. Est-ce que ça marche un peu mieux maintenant? Alors, oui, un petit peu, mais peut-être. Alors, j'ai coupé ma vidéo peut-être pour avoir une meilleure qualité audio. Exact, c'est parfait, c'est ce que je voulais te demander, merci. Est-ce que ça marche un peu mieux maintenant, vu que j'ai coupé la vidéo? Ça marche mieux, Camilla? Là oui, fingers crossed. OK. Bon, très bien. Alors, en tout cas, l'association, je suis le président, mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est participatif. J'aimerais bien d'ailleurs qu'Aïcha se compte pour pouvoir mieux dynamiser cette association. N'hésitez pas si vous êtes de passage à Côte d'Ivoire, de nous faire un coucou. Je ne sais pas si Aïcha l'a dit, je suis désolé, ils étaient déconnectés, mais on a un groupe LinkedIn. Vous sur LinkedIn aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour ma part, je suis de la promo 2002, donc organisation internationale à l'époque. Mais à l'époque, Sciences Po se cherchait. Et donc, je suis rentré dans l'ancien régime et je suis sorti dans le nouveau régime où je suis rentré avec les sections et je suis sorti avec les masters. Donc, théoriquement, je peux aussi faire master administration publique et je crois même économique et finance. Mais bon, on a mis organisation internationale. C'était à l'époque où Sciences Po mettait en place son système. C'était pas le double diplôme, c'est un autre master que j'ai fait. Et mon premier vrai job, hein, à part les stages, ça a été au Burundi. J'étais ODI Fellow, c'est un institut britannique de recherche qui a envoyé des jeunes économistes. Et j'ai fait 2 ans au Burundi en tant qu'assistant technique au ministère des Finances. Et puis après, je suis devenu ce que je suis maintenant, un rat d'organisation internationale, à savoir que je les ai pratiquement toutes faites. J'ai travaillé en tant que jeune expert pour l'Union, j'ai travaillé en tant que staff à la Banque mondiale, au Burundi, en Haïti. Je mène aussi de la reconstruction après des périodes de conflit, tout le programme, vraiment le lien. Après, je suis devenu young professional, jeune professionnel, un peu comme Aïcha, mais pas à la Banque africaine de développement, mais à la Banque interaméricaine de développement, où j'ai travaillé au Brésil. Entre-temps, j'ai coordonné un fonds fiduciaire pour l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Dominique, on t'entend vraiment très mal, malheureusement. Entre-temps, j'ai aussi monté une société hôtelière au Burundi. Donc, j'ai un petit hôtel au Burundi qui est un business à côté. Et puis, depuis, pour le Gabon et la Guinée équatoriale. Et maintenant, je suis dans le département de la stratégie de la Banque africaine de développement. Ouais. Est-ce que c'est un peu mieux maintenant? Maintenant, ça marche peut-être oui. un petit peu mieux? Oui, il y a eu des moments où ça passait un peu mal. Donc, au pire des cas, tu peux m'écrire et je lirai les messages si vraiment il y a un souci de son. Mais maintenant, ça marche. Donc, tu peux conclure ton intervention. D'accord. Bon, désolé, hein, ça, c'est les aléas. Donc, est-ce que vous aviez entendu quand je disais que j'étais un rat d'organisation internationale? Oui. Voilà. Oui. Et pour le reste, la vie à Abidjan, je pense qu'elle est très agréable. C'est un des pays avec la plus forte croissance en Afrique. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, tout est possible. Il y a énormément de dynamisme dans tous les domaines. On a une période politique où les dernières élections se sont très bien passées. Donc, c'est vraiment un pays qui est très attractif, qui donne aussi une porte d'entrée sur toute la région, comme l'a dit Ange. Et donc, voilà, effectivement, le coût de la vie est très élevé. Donc, il faut s'assurer d'avoir un bon salaire pour vivre de façon confortable à Abidjan. Mais sinon, c'est très bien. Voilà, je vais passer la parole parce que ma connexion est très instable. Merci Dominique, c'était très intéressant, surtout ta définition d'organisation internationale, c'est à retenir.
Donc, je voulais revenir un peu sur le dynamisme qu'il y a en Côte d'Ivoire, en passant un peu par les différents secteurs dans lesquels nos intervenants travaillent. Par exemple, Ange Ibrahim, qui a une expérience assez internationale en finance. Donc, quels sont, à ton avis, dans les secteurs donc de la finance, les opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire et éventuellement les profils que tu peux voir parmi les gens employés dans ce secteur. Voilà, si tu veux nous dire, est-ce que c'est un secteur très international, celui de la finance Oui, en Côte d'Ivoire? Voilà, si tu veux nous dire un mot sur ça. à mon niveau, vraiment, ce que j'observe, c'est il y a vraiment plusieurs divisions. La Côte d'Ivoire n'a pas vraiment pour l'instant encore dans les secteurs économiques, de mélange et d'immixtion qui feraient les bons vases communicants. Il y a pas mal d'opportunités qui sont d'ailleurs internationales, hein, parce qu'il y a beaucoup de sociétés étrangères qui cherchent à s'implanter. Elles viennent principalement avec des dispositifs d'agences de crédit export comme la BPI France, comme la SACE en Italie. Donc, toutes ces sociétés ont besoin généralement d'accompagnement ou alors elles ont des cabinets de conseil qui s'établissent ici. On voit même l'ouverture de banques d'affaires comme Agathon d'ailleurs qui se développent. Après, j'ai un certain recul vis-à-vis de ces secteurs parce que je suis plutôt sur la partie clients locaux et mes clients sont dans le domaine soit des infrastructures, soit dans le domaine des énergies renouvelables, du BTP, la construction de routes, les grands travaux, les ponts, et puis ça va être aussi des secteurs comme le transport, parce que vous pouvez imaginer un pays comme la Côte d'Ivoire qui, sur une matière comme la noix de cajou, est passé d'une production de 450 000 tonnes à 500 000 tonnes en 2015, aujourd'hui à une production d'environ 1 million de tonnes. Ça veut dire qu'il y a 500 000 tonnes de matière première à charger sur des camions et faire parvenir des endroits de l'intérieur jusqu'au port d'Abidjan. Donc, ça crée beaucoup d'opportunités, beaucoup de demandes des opérateurs locaux sur des équipements industriels, mais également des besoins de partenariat. Il y a des sociétés qui trouvent des angles pour venir éventuellement seules, en sachant que, j'insiste, lorsque c'est fait avec des organisations internationales comme la Banque ouest-africaine de développement, comme la Banque africaine de développement, ou alors des multilatéraux comme l'AFD, FMO, ça se passe en silo, on est bien payé, bien accompagné, mais lorsqu'on est sur un terrain plus local, il faut avoir quand même construire une connaissance du terrain auprès des entrepreneurs, auprès des administrations locales, et ça ne s'improvise pas non plus. Néanmoins, il y a réellement des dynamiques qui sont très fortes sur les secteurs dont je viens de parler. La construction de routes, les besoins, les importations, non seulement de denrées alimentaires, les importations de produits industriels, des partenariats pour l'ouverture d'usines dans la transformation du cacao, dans la transformation de l'EVA, dans tout ce qui touche à l'assemblage de véhicules ou alors l'importation de pièces détachées, etc., etc. Donc, il s'agit aussi de voir tout ce qui va intéresser pour chacun. J'ai moins de sensibilité avec tout ce qui est domaine, par exemple, informatique, IT, mais il y a un dynamisme qu'on n'observait pas auparavant. Je vois des promoteurs ghanéens parfois m'interroger sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans le domaine des fintech, dans le domaine de la surtech, du médical, etc. Et donc, c'est intéressant, sans pouvoir donner plus d'indications que les opportunités sont là. Et après, je pense, pour chacun ici, il y a eu un parcours vraiment personnel qui les a amenés vers la Côte d'Ivoire plutôt qu'une sorte de voie bien prédéterminée vers le pays. Voilà un peu pour ma réponse. Merci beaucoup, Ange Ibrahim. Et justement, tu as mentionné les secteurs de la fintech. Je voulais donc avoir un peu l'avis des Audes, si tu pouvais nous dire un peu plus sur ces secteurs, parce que justement, tout à l'heure, tu as dit que c'est très prometteur et en forte croissance. Donc, si tu peux aussi nous raconter un peu quel profil travaille dans la fintech en Côte d'Ivoire et quelles sont tes impressions sur ce secteur? Ok, alors oui, donc comme je disais, en fait, l'Afrique francophone et la Côte d'Ivoire, du coup, comme
je dirais, hub qui permet d'embrasser toute la sous-région, offre un terrain du coup propice pour le développement de ce type de technologie, parce que les points que j'évoquais avant, la population est très jeune, donc très friande en fait, très tech-savvy, elle aime bien, elle adopte rapidement de nouvelles applications mobiles qui seraient lancées, de nouvelles manières de consommer certains services classiques qui seraient maintenant digitalisés, etc. Donc, il y a une bonne propension à l'adoption de nouvelles technologies sur ces services-là. Ensuite, il y a de plus en plus de personnes donc, qui utilisent un téléphone mobile et surtout, il y a un bon taux de couverture maintenant d'Internet qui fait que c'est facile de déployer un service digital et de lancer une application mobile et de l'offrir à la masse, quoi, à une bonne partie de la population, une population qui est de plus en plus urbanisée également. Et surtout, il y a un sujet qui est que il y a un faible taux de bancarisation de manière générale. Donc, les banques, en fait, adressent mal certains segments de la population que des fintechs, peut-être avec des business models plus light, donc en utilisant moins de coûts opérationnels et avec aussi une offre un peu plus légère et un peu plus digitalisée, ont la capacité, en fait, d'approcher et d'acquérir. Donc, il y a il y a un bon environnement pour pouvoir développer cette fintech. Alors, c'est pas facile de lancer une entreprise quand même en Afrique francophone de A à Z, je dirais. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, sur les acteurs qui vraiment se démarquent, c'est des acteurs qui ont des équipes qui sont plutôt mixtes. Donc, des équipes managériales qui sont composées soit d'Ivoiriens qui reviennent au pays. Donc ça, on commence à le voir un peu. J'avoue qu'on le voit beaucoup moins que sur d'autres pays de l'Afrique francophone, par exemple au Sénégal. Au Sénégal, il y a beaucoup de repats, donc beaucoup de Sénégalais qui ont fait leurs études ou le début de leur carrière professionnelle à l'étranger et qui reviennent au Sénégal pour lancer justement ce type d'initiative et qui du coup viennent aussi avec un réseau qui connaît mieux l'entrepreneuriat technologique de manière générale, donc avec un réseau de connaissances des investisseurs, potentiellement d'autres talents aussi qui peuvent rejoindre leur équipe managériale. En Côte d'Ivoire, on le voit un peu moins et donc c'est plutôt des équipes managériales mixtes, soit des Ivoiriens qui reviennent, soit des personnes qui viennent plutôt de France, certaines qui viennent des États-Unis et qui viennent lancer ces initiatives-là. Donc on voit un peu des profils assez mixtes sur les personnes qui lancent ce type d'entreprise. Il y a un gros intérêt maintenant des investisseurs sur le pays et sur la sous-région de manière générale. Donc, c'est plus facile de lever des fonds. Comme je disais, nous, Cinepay, on a levé 2,5 millions de dollars. C'était notre toute première levée de fonds l'année dernière. Là, il y a des entreprises qui commencent à annoncer des levées de fonds à 2 chiffres, donc 14 millions de dollars pour une fintech qui est dans le secteur des cartes prépayées. Et il y a de plus en plus de fintech qui se lancent sur la sous-région. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi des initiatives qui se lancent et qui permettent de mieux accompagner en fait ces entrepreneurs dans justement cette prise de risque et la phase de démarrage qui peut être assez difficile parce qu'il y a quand même assez peu d'investisseurs qui viennent financer juste des idées, contrairement à ce que vous pouvez trouver aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis. Donc là, je sais que par exemple, il y a un startup studio qui s'est lancé, donc une entreprise qui vise à créer des startups et accompagner les entrepreneurs dans la création de startups et qui les aide à financer justement vraiment les toutes premières étapes de la vie de leur entreprise. Donc voilà, donc il y a de plus en plus d'initiatives qui accompagnent aussi les entrepreneurs et qui le font très bien. Donc oui, c'est quand même très intéressant. Ouais. Je pense que c'est une époque assez excitante pour ce type d'initiative en Afrique francophone. Merci Aude. Maintenant, je donne la parole à Nicolas pour qu'il nous dise un peu plus sur les secteurs des transports et surtout par ton expérience et ta vision de toute la région d'Afrique de l'Ouest. Donc, quelle est la spécificité de la Côte d'Ivoire et ce secteur, comment tu le vois et s'il y a beaucoup d'opportunités. Et comme disait Ange Ibrahim, il faut transporter plus de matières premières. Donc, voilà, je te laisse la parole. Non, tout à fait, hein, ça va vraiment dans le même sens. Alors bon, je vais parler à la fois du cœur de métier de l'entreprise Scania, qui est la vente et le service de tout ce qui est poids lourd, autobus. Là, il y a clairement un besoin fort dans la sous-région, puisque la demande augmente, hein, la demande
des entreprises, des ménages en matière de déplacement, donc de matériel roulant augmente. Donc ça, c'est le cœur de métier de Scania et il y a besoin de mécaniciens, il y a besoin de conducteurs, il y a besoin de vendeurs, il y a besoin de gens qui travaillent avec les solutions de financement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de croître. Maintenant, sur l'autre partie, mon domaine, c'est plutôt les projets stratégiques. Donc, on est en dehors du cœur de métier de Scania. On parle de grands projets avec des infrastructures comme le BRT, c'est Bus Rapid Transit. C'est des projets qui sont assez importants en Afrique de l'Ouest, ou le développement des biocarburants. Donc, c'est des projets qui sont complexes, avec une forte dimension politique, avec aussi donc la question des financements. Et là, moi, c'est un petit peu mon vécu sur ces années, c'est qu'il y a un vrai besoin de compétences de pilotage de projet, notamment. Pilotage de projet basé localement, maniant à la fois l'anglais, le français, être à la fois très à l'aise avec les autorités publiques et avec les bailleurs internationaux, les entreprises internationales, leurs procédures de plus en plus compliquées. On parle de compliance, alors c'est positif, bien sûr, mais après, il faut aussi savoir travailler avec eux pour que des projets accouchent. Sinon, rien ne se fait, en fait. Donc, il y a énormément de barrières dans les grands groupes, chez les bailleurs, et il nous faut vraiment des profils, des personnes qui sont à la fois pragmatiques, fins pour parler à tout le monde. Et voilà, la barrière aujourd'hui, elle est ici. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a énormément de potentiel en matière de transport durable, hein. Il y a de l'argent disponible, hein, de plein de bailleurs. Il y a de la volonté politique dans l'ensemble, mais finalement, on a du mal à concrétiser des projets, en fait, enfin, jusqu'au bout, et même à aller voir sur le terrain, parce que c'est complexe, c'est long, et voilà, c'est vraiment cette force de travail locale qui est nécessaire. Et c'est un profil polyvalent souvent qui est nécessaire. Il faut être très bon en communication, en coordination, toucher un petit peu tous les domaines, le financement, le technique. Donc finalement, c'est vrai que Sciences Po est pas mal pour ça, ou des formations similaires, et surtout avoir de la population locale, donc très, très bien formée dans ce domaine. Donc voilà, ça c'est mon vécu, et j'espère vraiment qu'on aura de plus en plus de profils comme ça dans ces projets de transport durable complexes. Merci Nico. Peut-être Aïcha, tu veux compléter parce qu'on a parlé du financement de projets. Je ne sais pas si tu as depuis ton expertise, si tu peux nous dire un mot sur les opportunités, sur les secteurs qui te semblent les plus prometteurs en Côte d'Ivoire en ce moment. Oui, tout à fait. Je rejoins Nicolas en fait sur ce besoin d'avoir des projets en fait viables. Donc le financement en fait il est là, il est disponible, mais derrière on a un vrai besoin de projets viables. C'est assez intéressant parce que donc comme je vous disais, je travaille sur tout le continent finalement et finalement très peu en Côte d'Ivoire. Mais c'est une chose que j'ai pu remarquer avec mon expérience, c'est que effectivement, autant dans certains pays, on réussit à avoir quand même certains projets plutôt viables. Moi, dans mon domaine d'expertise, plus spécifiquement, on peut noter des pays comme l'Afrique du Sud ou le Maroc, et même aussi le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, où on a réussi quand même à faire des projets, notamment des projets en partenariat public-privé, viable. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, en fait, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, notamment à cause de, je dirais pas l'engagement du gouvernement, mais on va plutôt dire, je pense que c'est vraiment au niveau des compétences, au niveau des gouvernements, parce que c'est des nouvelles formes de financement. Il faut qu'ils puissent monter en compétences, comprendre aussi l'intérêt de ces financements-là, comprendre quand les utiliser, parce qu'il ne faut pas forcément les utiliser tout le temps, pouvoir mettre les entreprises du secteur privé en compétition aussi. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'éléments qu'il faut que chacun de ces gouvernements puisse comprendre et puisse s'approprier en fait finalement avant que le projet puisse être viable.
et que derrière, en fait, nous, par exemple, en tant que banque de développement, on puisse venir financer le projet. Donc, nous, ce que nous, on essaie de faire, peut-être moins rapidement que la Banque mondiale et l'AFC, mais on essaie quand même de fournir de plus en plus, en fait, du soutien donc, à ces gouvernements pour qu'ils puissent monter en compétences et pour qu'on puisse avoir de plus en plus de projets bankable, finalement, en fait, viables au point de vue financier, économique, environnemental et social, etc. Mais moi, je suis très bien placée. Hein. Il y a pas mal de projets sur lesquels, malheureusement, je peux commencer à travailler et il peut y avoir un problème. Enfin, voilà, moi, j'ai un projet, par exemple, au Burkina Faso qui, malheureusement, vient d'être arrêté parce que, voilà, coup d'État. Donc ça peut être des environnements quand même un peu complexes, hein, mais on arrive quand même à faire des projets. Donc, moi, je préfère regarder le verre à moitié rempli. On arrive à faire des projets, on arrive à sortir quand même certains projets. Donc, il faut s'accrocher. Et surtout, et Nicolas l'a très bien mentionné tout à l'heure, prendre son mal en patience parce que voilà, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 2-3 ans pour finaliser en fait un projet, quoi. Et ça, là, je parle que du financement. Donc, derrière, il y a la partie implémentation, etc., etc. Donc, voilà, je suis totalement alignée avec les propos de Nicolas en ce sens-là. Ça prend du temps, tout simplement. Merci Aïcha. Est-ce que Dominique, tu veux compléter ou ta connexion ne te le permet pas? Si tu es là, je ne sais pas, peut-être qu'il nous a... Je ne le vois plus, Dominique. Alors, comme il nous reste une dizaine de minutes, je voulais voir s'il y avait des questions. Alors, il y en avait une sur les salaires parce que finalement, Aïcha, tu avais soulevé la question du coût de la vie à Abidjan, le fait que les loyers peuvent être plus chers qu'à Paris, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un devait accepter, disons, est-ce qu'il y a, en effet, les salaires sont plus ou moins comme en France pour avoir une idée, ou ils sont plus bas, plus élevés? Quels sont, voilà, il y avait une question sur la fourchette. Alors, juste une petite précision, ils ne sont pas forcément, au prix du mètre carré, ils ne sont pas plus chers qu'en France. Hein. Le point, c'était de dire que, en fait, ça reste quand même assez élevé par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Donc voilà, c'est juste pour, parce que moi en France, je paye plus cher, mais là quand même, j'ai, bon, on va dire 80 mètres carrés, alors qu'en France, j'en avais 40. Donc, bon, c'est pas forcément comparable, mais effectivement, ça reste quand même plus cher que pas mal de pays africains. Donc, c'était juste cette petite précision, mais je te redonne la main à Camille. Merci. En tout cas, les salaires sont à peu près comme en France, ou un peu plus bas ou un peu plus élevés. Ça dépend peut-être sûrement des secteurs, mais je ne sais pas si quelqu'un voulait répondre à la question. Et sinon, il y a beaucoup d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Ça dépend aussi, si je peux ajouter un peu de précision, généralement, lorsqu'on vient avec une formation Sciences Po, c'est bien normal d'avoir quelques prétentions salariales, d'avoir aussi des prétentions qui est tout à fait légitimes au regard de la formation en termes de là où on va se situer, vivre. Et ça, il y a une tension sur le foncier, sur la disponibilité des beaux appartements sur Abidjan et sur le cœur et centre-ville. Par exemple, pour moi, en tant que promoteur qui a financé ces activités complètement à fonds propres, Abidjan peut être prohibitif à certains regards, mais en même temps, lorsqu'on est capable de s'accommoder, consommer localement, lorsque je venais ici, je vivais pas complètement dans le centre-ville, je vivais un peu en banlieue proche, et là, c'est tout à fait raisonnable. Il y a aussi le mode de consommation. C'est vrai que maintenant, il y a des Auchan qui s'ouvrent, il y a des Carrefour Market, il y a tout un tas de magasins, mais à chaque fois qu'on va privilégier des produits qui sont un peu européens, un mode de consommation européen, aller au restaurant, etc., le coût de la vie va être équivalent, voire un peu plus cher que ce qu'il y a en France. Maintenant, si on vit comme un Ivoirien, c'est tout à fait supportable. En tout cas, c'est mon avis. Après c'est compliqué de demander à tout le monde d'aller vivre et manger son repas à Yopougon dans des quartiers comme à Bobo, etc. Mais voilà, c'est aussi un effet d'une certaine qualité de vie
qu'on veut maintenir. Et dans ce sens-là, c'est vrai qu'Abidjan peut être très, très cher. Je vais donner un exemple très simple. Ma femme arrive, elle veut commencer à s'installer, voir des très beaux meubles et tout ça, commence à vouloir acheter un canapé, on lui dit, ah, beau concept, c'est 8 000 euros. Et là, les yeux s'écarquillent un peu, attends, c'est pas possible. Donc, on repart tout de suite voir des artisans locaux pour meubler tout l'appart et ça revient beaucoup moins cher. En même temps, on va avoir des budgets de location sur certains appartements, villas qui vont aller rapidement à 1 000 euros, 1 500 euros au mois, voire 2 500 euros, 3 000 euros. Très, très, très facilement, là où pour des surfaces équivalentes, enfin beaucoup moins chères à Paris parce qu'on a des surfaces réduites, on allait payer 1 000, 1 200 euros, mon le proche, etc. Voilà, il y a tout ça à sous-peser aussi dans son choix de vie, de son projet d'implantation, et aussi la question de est-ce qu'on va avoir besoin de faire des va-et-vient ou même de voyager à ses propres dépenses dans la sous-région. Et là, il faut être un beau cadre, bien établi pour pouvoir vivre confortablement. Sinon, ici, on dit qu'il faut être un garçon. Ce n'est pas pour n'importe qui la vie abidjanaise. Voilà. Merci, c'était très clair. Alors, on a des questions plus concrètes sur des opportunités, par exemple à la BAD. Comment on peut postuler? Est-ce qu'il y a des opportunités pour des profils juniors? Peut-être que Aïcha, tu peux mettre dans le chat le site de la BAD ou je ne sais pas si tu as des recommandations sur comment postuler. Et il y a aussi une autre question si quelqu'un de vos sociétés recherche des VIE. Voilà, si vous êtes à connaissance de ce type d'opportunités, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou à nous les communiquer. Peut-être deux petites secondes sur le VIE. Alors bon, malheureusement, Scania, son siège est en Suède, donc c'est un peu compliqué pour les VIE. On doit passer par Scania France, même si ce n'est pas impossible complètement. Mais c'est une très bonne option. Voilà, le VIE, c'est clair que comme première expérience à l'étranger, à Abidjan, on est plutôt bien payé. C'est en net, avec autour de, je crois, 2 300 euros par mois net. Il y a une aide au logement. Bon, bien sûr, il faut la négocier avec l'entreprise parce que les prix, vraiment la clé est le prix du logement, hein, selon où on habite. Mais c'est un bon contrat pour commencer, d'1 an ou 2. Donc, moi, je conseillerais vraiment cette piste-là si on est jeune diplômé. C'est celle que j'avais prise, moi, en Suède à l'époque, mais c'est vraiment une bonne solution. Après, faites attention au logement, encore une fois. Négociez vraiment le logement qui peut être astronomique si on est en zone 4 ou au plateau, ou même à Cocody. Des fois, on n'a pas le choix puisque le bureau est dans ces quartiers-là. Et si on veut éviter de faire 2 heures de transport par jour, malheureusement, les projets de transport ne sont pas encore présents pour éviter ça. Donc voilà, faites attention au logement, mais privilégiez éventuellement un VIE au départ, si c'est possible. Merci Nicolas. Il y avait aussi une question sur les questions du contrat de Jefferson, si on peut accepter aussi un contrat local ou pour une entreprise internationale ou s'il vaut mieux privilégier un contrat d'expat. Voilà, je ne sais pas si Jefferson, tu veux prendre la parole si la question était plus complexe. Non, voilà, c'était à peu près... Oui, je peux prendre la parole directement. Bonsoir et merci à tous et à toutes pour vos interventions. Moi, je m'appelle Jefferson Lama et je suis en année de césure dans le master finance et stratégie et j'effectue actuellement mon premier stage dans un fonds d'investissement qui s'appelle Investisseurs et Partenaires. Et du coup, ma question était de savoir par rapport aux entreprises internationales qui s'implantent souvent dans ces pays, typiquement en Côte d'Ivoire, on a peut-être par exemple l'exemple de Deloitte et d'autres cabinets, d'autres entreprises aussi internationales qui proposent de plus en plus de contrats locaux, surtout pour des personnes par exemple qui viennent du continent africain et qui sont juste venues en France pour faire des études. Est-ce qu'en fait au niveau par exemple des propositions qui sont faites, justement, ce sont des choses qui sont très négociable du fait, par exemple, qu'on a un profil Sciences Po. Ça, c'était ma première question. Et j'ai une seconde question pour Aude
pour les entreprises typiquement locales, par exemple, comme Sinetpay, est-ce que professionnellement, l'évolution justement de ce cadre, en fait, de la Côte d'Ivoire avec de plus en plus d'entreprises internationales, est-ce que professionnellement, il y a de belles opportunités de progression? Parce que souvent, dans les entreprises locales, c'est souvent compliqué de pouvoir évoluer très rapidement sur des postes de responsabilité et j'aimerais avoir un peu votre avis sur cette question-là. Merci. Okay. Bon, je ne sais pas si je réponds en première, du coup, vu que j'ai la dernière partie de la question, mais alors, en fait, je pense que ça dépend de l'opportunité. Si tu pars sur une opportunité entrepreneuriale, moi, j'ai commencé en tant que directrice administrative et financière à Sinetpay. Alors, j'avais fait un stage en 2019, mais l'entreprise était vraiment en phase de structuration. Et quand je suis venue directement à un poste à responsabilité. Et en plus, j'ai rejoint également l'actionnariat. Donc, je pense qu'il y a des là, je rejoindrai Nicolas sur son intervention de tout à l'heure. Je pense qu'il y a des vrais… en fait, il y a des manques de certaines compétences en local et que quand tu as la capacité et le profil pour venir combler justement un de ces gaps, et ben, il y a de très belles expériences professionnelles en fait, à avoir et de très beaux profils de carrière à développer. Et notamment au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, il y a beaucoup de startups locales qui sont créées par des entrepreneurs qui ont une très bonne vision, qui ont une connaissance du marché, qui vont du coup savoir bien commercialiser leurs produits, savoir peut-être même aussi bien développer leurs produits, etc. Il y a d'assez bons ingénieurs, mais par contre, il peut y avoir un gap de compétences sur les aspects stratégiques, les aspects financiers, les aspects même de compréhension de c'est quoi le modèle d'une entreprise tech, c'est quoi un fonds d'investissement, comment tu discutes avec des investisseurs, etc. etc. Et quand tu arrives en fait à allier ces compétences locales, ces connaissances locales du marché, de la région, de l'environnement, avec des compétences qui connaissent certains aspects stratégiques financiers et peut-être plutôt comment est-ce que se passe l'entrepreneuriat tech en Europe et aux États-Unis, ça peut faire de très, très belles boîtes en fait. Et pour toi, du coup, un très beau profil de carrière. Merci Aude. Alors, je vois que nous avons passé les temps. Peut-être que nous allons prendre une dernière question, s'il y en a. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir sur ce point. Donc, entre-temps, Aïcha propose de regarder sur le site pour voir les offres d'emploi à la BAD. Oui, merci Aïcha. Donc, je pense que nous avons touché à la fin de notre webinaire. Merci à toutes et à tous pour être là. Merci à nos intervenants pour les conseils et les temps qu'ils nous ont offerts. C'était très enrichissant et surtout, n'hésitez pas à rejoindre la section Côte d'Ivoire pour des rencontres conviviales à Abidjan. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à notre programme Vivre et Travailler, la prochaine séance sera consacrée à l'Allemagne. Donc, rendez-vous le lundi 5 décembre, toujours à 13h, pour Vivre et Travailler en Allemagne. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.